Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bang bang, bonjour à tous et bienvenue à cette édition spéciale du podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre famille ainsi que vos proches sont également en bonne santé. Je pense éventuellement à faire une édition spéciale du Covid-19 parce que la pandémie est internationale. Nous sommes tous impactés de près ou de loin et j'aimerais vous partager mon impression de la situation. Mais pour aujourd'hui, je vous ai préparé un bel échange avec Vincent Grenier, qui fait partie d'une équipe qui est block producer sur la blockchain EOS. La conversation est divisée en 3 parties très intéressantes. On commence par comparer les deux blockchains, EOS et Cardano. Par la suite, on parle de la décentralisation des deux blockchains et on termine par comprendre qu'il n'y a pas de compétition entre EOS et Cardano. EOS a sa vision et un objectif qui est maintenant très clair pour moi. C'est une blockchain qui est également très différente de Cardano. Pour moi, ils ne sont même pas dans la même catégorie. Mais vous allez beaucoup mieux comprendre en écoutant le podcast. Alors si vous aimez ce genre de discussion, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager l'épisode avec toutes les communautés blockchain. J'ai beaucoup apprécié cette conversation et j'aimerais lancer des invitations aux autres communautés parce qu'on peut rester tout seul dans notre coin et se dire que ma blockchain est meilleure que la tienne, ou on peut confronter les idées, mieux comprendre les use cases et développer nos connaissances de l'écosystème blockchain. Donc sans plus tarder, voici le débat Cardano-EOS, bloc producer contre ambassadeur, c'est parti. Alors, salut Vincent, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, très bien, très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, je vais te demander de prendre le temps de te présenter et de parler un petit peu de Yes Nation. Oui, absolument. En fait, moi, mon nom, c'est Vincent Grenier. Je suis cofondateur de EOS Nation. On est des producteurs de blocs sur le réseau EOS. Donc, moi, mon background, il vient plus de... Moi, je suis ingénieur civil de formation, mais j'ai toujours été intéressé par tout ce qui touche l'entrepreneuriat. Donc, je me suis lancé dans le monde des crypto-monnaies, je vous dirais, en début 2017, où j'ai vraiment appris beaucoup. J'ai étudié vraiment tous les différents protocoles et je suis tombé en amour, je vous dirais, avec le protocole iOS. Là. Donc, depuis début 2018, moi puis 6 autres personnes, donc on est 7 cofondateurs de EOS Nation. On a décidé de démarrer là, cette entreprise-là et d'éduquer la population sur la crypto-monnaie puis d'être essayer d'être un gros joueur là, dans l'écosystème iOS. Puis à date, ça fonctionne très bien. Donc, c'est quoi être producteur de blocs? En fait, c'est être un peu comme un mineur sur le réseau Bitcoin ou Ethereum, par exemple. On fait plus de tâches que juste valider les transactions. Donc, notre rôle premier, c'est de valider les transactions et maintenir et sécuriser le réseau. Par contre, notre deuxième rôle, c'est de favoriser l'adoption du protocole. Donc, nous, on fait ça par la création de code open source. On participe dans divers projets open source qui bénéficient le protocole iOS. Et aussi, on éduque beaucoup la communauté. Donc, juste en 2018, par exemple, on a créé ou participé à plus de 160 événements, je crois. Donc, soit des meet-ups, des hackathons, au travers de notre réseau d'ambassadeurs. Donc, on a 12 ambassadeurs présentement dans 10 pays différents. Puis, avec les 7 cofondateurs, là, on a participé à beaucoup d'événements et on participe beaucoup, là, entre autres, là, surtout Yves Larose, notre CEO, là, sur des YouTube channels où on éduque les gens sur iOS, on donne un peu notre point de vue parce qu'on est vraiment beaucoup impliqué dans ce réseau-là.
Donc, c'est un peu ça, iOS Nation. Donc, on est en ce moment, je crois, numéro 3 au monde dans le réseau iOS comme Block Producer. Donc, ça va vraiment bien nos affaires. Puis, on donne beaucoup, beaucoup de valeur là, à l'écosystème. C'est pour ça que les gens nous récompensent en nous donnant leur vote, en votant pour nous. Donc, il y a 335 millions de jetons iOS présentement qui votent pour notre équipe. Donc, c'est ça, c'est un peu le background de iOS Nation. On est extrêmement impliqué là, dans tout l'écosystème iOS. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, c'est bon, c'est bon. Ben, de toute façon, on va aller plus en détail justement dans les différents points. Merci pour l'introduction. Alors, si on commence un petit peu la discussion, on va la commencer directement avec les différents leaders des deux projets iOS puis Cardano. Mhm. Dan Larimer et évidemment Charles Hoskinson, deux personnes qui ont travaillé ensemble. Euh, selon toi, pourquoi Dan Larimer, justement, est un bon leader pour iOS, sachant que il est là il est dans l'écosystème blockchain depuis pas mal longtemps, là. Mhm. En fait, Dan Larimer, je trouve que c'est un génie de la blockchain. Dan, il est dans l'écosystème crypto depuis comme 2010, je crois, où ce qui minait du Bitcoin quand ça valait comme 50 cents. Euh, il était vraiment tôt dans cet écosystème-là. Puis Dan a toujours essayé de trouver une solution pour redonner du pouvoir, en fait, au peuple. Tu sais, comme trouver une façon d'utiliser la blockchain pour redonner de la valeur aux gens. Et au début, il a essayé de coder sur Bitcoin, par exemple, mais il a vu très rapidement que ce n'était pas quelque chose qui pouvait être utilisé pour des applications décentralisées de grande échelle et qui pourrait amener l'adoption. Par la suite, il a essayé de faire la même chose avec Ethereum. Par contre, encore une fois, il s'est rendu compte que ce n'était pas assez performant. Donc, lui, il avait une douzaine environ d'idées d'applications décentralisées qu'il voulait créer, que ce soit pour l'identité digitale ou les assurances. Il y avait plein d'idées. Ça fait des années qu'il en parle. Donc, Dan, pour créer ces applications-là, il a voulu créer une plateforme de contrats intelligents. Donc, Dan a commencé en 2013, je crois, avec son propre projet qui était BitShares, qui était la première plateforme d'échange décentralisé. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un gros problème avec, comment ça s'appelait, Mt. Gox, la seule plateforme exactement. C'était la seule qui était disponible. Je pense qu'il y avait 80% du volume. Donc, lui, il a voulu essayer de pallier à ce problème-là en créant une plateforme d'échange décentralisée. Puis, quand il a créé BitShares, dont Charles Hoskinson était un des cofondateurs également, avec Dan et le père de Dan, je crois, puis d'autres mondes. Ça, c'était la première plateforme, la première fois qu'on créait le l'algorithme de consensus Delegated Proof of Stake, donc DPoS. Et aussi, c'est la première fois qu'on créait comme une blockchain qui était capable de scaler à des milliers de transactions au seconde. Je ne me rappelle pas c'était quoi exactement les premiers milliers, le premier montant de transactions, mais je sais qu'à un certain point, ça pouvait faire comme 50 000 transactions au seconde, quelque chose comme ça, mais juste de transfert de valeur, donc pas des contrats intelligents. Par la suite, Dan a créé, je pense en l'espace de 2-3 mois, il a créé le projet Steam, qui est la première plateforme de réseaux sociaux sur une blockchain. Et quand il a créé Steam, c'était également le premier protocole où il n'y avait aucun frais de transaction. Donc, tout le revenu des mineurs ou dans ce cas-ci, ça s'appelait pas des block producers, mais des delegates, je pense. Donc, au lieu de mettre des frais de transaction, là, toute l'inflation était allouée pour les dépenses du réseau, qui étaient les validateurs, dans le fond, des transactions. Fait que c'est ça. Moi, dans le fond, Dan, il a vraiment beaucoup d'expérience avec un réseau social ou avec une plateforme d'échange décentralisé. Puis même avant ça, avec Bitcoin, il a essayé de programmer beaucoup. Puis j'aime sa philosophie. Lui, c'est plus comme Charles Hoskinson puis Dan, ils ont vraiment deux différentes philosophies. Charles, lui, c'est plus par le côté académique, tandis que Dan, c'est juste comme, hey, on va essayer de le coder, on va le créer, puis quand que ça ne marche pas, mais on réitère, on réitère, on réitère. Fait que j'aime beaucoup l'aspect pratique de Dan, que comme, on va créer quelque chose de gros, puis après ça, si jamais ça ne marche pas, ben, c'est une grosse expérience, mais l'important, c'est que ce soit flexible et qu'on soit capable de l'arranger. Donc, on l'a vu dernièrement avec iOS, par exemple. Tout le système qui s'occupe des ressources sur le réseau. Donc, présentement, il y a du CPU, il y a du RAM. On a comme un genre de système de ressources en parallèle au token iOS.
Puis là, dernièrement, il a dit: «Ah bon, ben, finalement, on aurait peut-être une meilleure idée. Fait que là, on va tout changer ce système de ressources-là dans les prochains mois parce que finalement, on a une meilleure idée.» Tu sais, mais c'est sur un autre protocole, on n'aurait juste pas pu le changer parce que les autres protocoles ne sont pas souvent flexibles, disons. Tu sais, c'est plus difficile d'arriver à un consensus sur les changements à apporter au réseau. Mais ouais, c'est ça. En bref, c'est pour ça que j'aime Dan, c'est surtout son aspect pratique puis le fait qu'il est comme tu sais, Brock Pierce, qui est un des gros joueurs dans l'écosystème blockchain, il dit toujours, tu sais, il dit quand que je vais voir des différents dApps ou différents protocoles qui commencent à bâtir sa blockchain, puis que là, ils ont plein d'idées, ben il dit, je vais voir Dan, puis Dan est comme, ah bon, non, j'ai déjà fait ça marche pas, faites ça à la place. C'est comme, il a déjà tout essayé, il l'a codé, là, tu sais, fait que c'est ça qui est bien intéressant avec lui. C'est vraiment un génie de l'architecture des blockchains, je te dirais. Là. Oui, effectivement, de ce que je comprends, c'est que c'est une personne qui a mis les mains dans le code sur 3 projets là maintenant. Et Mhm. c'est cette expérience-là qui a beaucoup de valeur finalement pour le projet iOS. Exactement. J'aime bien ce que tu as mentionné parce que effectivement, c'est exactement ce que Charles Hoskinson mentionnait dans un de ses AMA. Il mentionnait que justement, c'est ça, lui avait le côté plus académique, le côté plus, comment on dit ça, Euh, donc voulait s'assurer, faire une analyse finalement avant de commencer à coder. Et Dan était plus justement, on va coder, Mhm. même s'il y a des erreurs, c'est pas grave, on peut les corriger par la suite. Et ce sont deux mentalités qui sont différentes et qui n'ont pas réussi finalement à s'accrocher lorsqu'ils ont contribué à BitShare. Et bon, c'est ça, c'est juste 2 personnalités. Ce que j'apprécie quand même, à l'époque, je sais qu'il y avait pas mal d'attaques, que ce soit du côté de Charles ou du côté de Dan. Et là, ça a l'air plus de diminuer. Ils ont l'air de Mhm. chacun faire leurs affaires et finalement, c'est bien pour les deux écosystèmes. Ouais. Au final, tu sais, c'est la blockchain, la crypto, c'est tellement petit, tu sais, il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à ça encore. Donc, de commencer à se chamailler, je trouve que c'est pas une bonne solution. Là, tu sais, on devrait tous travailler ensemble. Là. Fait que, tu sais, d'analyser chacun les projets des autres, puis après ça, d'amener nos commentaires, puis tu sais, de se lancer des attaques un peu, mais comme constructives. Là. Tu sais, ça, je trouve que ça ne dérange pas. Là. Exact, exact. D'ailleurs, ben, je te propose finalement, si jamais lorsque moi je parle, toi tu as une critique ou que toi tu parles et que j'ai une critique, ben de mentionner ou de poser les questions finalement tout au long de notre débat finalement. Ce sera plus intéressant que d'attendre à la fin. Mais c'est ça. Et donc, c'est sûr que par rapport à Charles Hoskinson, lui qui est plus une personne qui, ben, quand il a participé au projet BitShare, ben, c'est ça, c'était pour justement un échange décentralisé. Après ça, il est parti sur Ethereum. Sur Ethereum, il y a eu différentes problématiques qui ont fait en sorte que lui a préféré quitter. Donc avec le hack qu'il y a eu, donc le gros hack du DAO, oui, c'est ça, qui a fait en sorte que ça a splitté un peu l'écosystème en deux et qu'il y a eu des attaques virulentes quand même des maximalistes, des bitcoins maximalistes, finalement qui ont justifié un petit peu le fait que Ethereum n'était pas non altérable finalement. Alors, la création des deux camps, Ethereum classique, et ben, Charles Hoskinson qui se disait, ben écoute, moi, je veux partir quelque chose, puis je veux créer ma propre blockchain, mais je veux que ce soit une blockchain qui soit une blockchain qui va durer à travers les années. Donc, selon lui, sa manière de créer ce genre de blockchain-là, c'est vraiment de partir avec le côté académique, de challenger d'être challengé au niveau cryptographique, au niveau scientifique, au niveau informatique, par des personnes qui ne sont pas intéressées par la blockchain. Donc, en parlant à des personnes en cryptographie, en leur disant, bon, ben, moi, je veux monter un protocole, puis voici les différentes attaques que mon protocole peut avoir. Qu'est-ce que toi, t'en penses, sans penser à blockchain, token, coin, etc., etc. Fait que c'est un petit peu ça que moi je trouve intéressant du côté de Cardano, c'est que on peut apprendre énormément par rapport à différents aspects de la blockchain, mais qui ont été créés en dehors de l'idée
de la blockchain, puis de Bitcoin, puis de la décentralisation, etc., etc. Fait que quand tu prends un aspect, mettons, d'interopérabilité, ben, tu es capable d'analyser un protocole, d'analyser la manière dont ils ont pensé, dont ils ont développé ce protocole-là, sans le mettre en contexte justement de la blockchain. Alors, et à ce moment-là, ça te permet d'en parler justement avec des professeurs d'université, avec des collègues en informatique, qui eux, ben, tu leur parles de cryptographie, puis de clés asymétriques, etc., etc. Puis, si eux sont intéressés par ça, ben, vous allez pouvoir échanger et voir un petit peu ben, où est-ce que l'industrie est rendue, par exemple, au niveau de l'identité numérique. Fait que, ça, ce sont tous des articles de recherche qu'on peut trouver sur le site de IOHK et qui sont intéressants, notamment pour la blockchain, mais notamment pour d'autres aspects aussi. Fait que, et c'est un petit peu, au niveau de l'identité numérique, il y a le protocole DIDS, donc le DIDS standard, qui commence à être amené au niveau du web, du W3C. Donc, on voit que l'identité numérique, même si on en parle beaucoup au niveau de la blockchain, ben, on en parle également au niveau du web. Fait que c'est un petit peu ça, les deux parallèles qu'on peut faire, là. Oui, exactement. Exactement. Je sais qu'éventuellement, on n'a juste pas le choix de migrer vers un système d'identité digitale un peu mondial, comme on va tout utiliser un même standard avec l'interopérabilité sur les différents protocoles, mais ça va tout utiliser le même standard. Après ça, tout le monde va utiliser le même système de connexion qui est probablement WebAuthn là, par le W3C, là, encore une fois. Donc, iOS, présentement, ils ont codé là, tout ce qu'il faut pour supporter WebAuthn sur iOS. Donc, dans les prochaines semaines, prochains mois, on devrait pouvoir se connecter là, avec notre identité digitale et comme tout le côté biométrie là, avec WebAuthn. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est l'utilisation de hardware keys qu'on appelle les YubiKey, par exemple, là, puis tout ce qui est Touch ID. Donc, en ce moment, je trouve tous les projets blockchain comme Bitcoin ou Ethereum, la plupart, je vous dirais, ben, en fait, il n'y en a aucun présentement qui accepte le support pour WebAuthn, mais ce qui fait que c'est quand même compliqué. Là, encore une fois, là, rentrer dans son compte, on utilise, je ne sais pas moi, des clés comme USB, là, comme des Ledger ou des Trezor Wallet, mais éventuellement, il faut que ça soit directement au travers de notre téléphone cellulaire. C'est ça qu'on a besoin. Là. Fait que, avec WebAuthn, je pense que éventuellement, là, ça va tout débloquer, là, puis l'adoption va être beaucoup plus facile. Là. Excellent. Au niveau du protocole, donc, on voit la différence entre iOS puis Cardano. Mm-hmm. C'est que Cardano va utiliser le protocole Proof of Stake Mm-hmm. et tu l'as mentionné, iOS utilise Delegate Proof of Stake. Mm-hmm. Alors, bon, pour ceux qui ne le savent pas, donc il y a 21 blocs producteurs au niveau de iOS. Ben, peux-tu justement plus nous parler en détail? Oui, en fait, ouais, c'est ça. Sur iOS, comment que ça fonctionne? C'est que ça fonctionne sur la prémisse que 2 tiers des block producers, ils sont de bonne foi et ont les intérêts alignés avec le restant des token holders. Donc, en ayant les intérêts bien alignés, on se dit on n'a pas besoin d'autant de nodes pour valider les transactions. Donc, comment que ça fonctionne iOS? C'est qu'on a environ 200 block producers environ, dont les 60 premiers, ils sont payés. Donc, ils reçoivent de l'argent qui provient de l'inflation. Par la suite, de ces 60-là environ, les top 21, c'est eux qui ont tout le pouvoir et c'est eux qui sont payés le plus grand montant. Donc, disons, à partir du numéro 22 à 21, on a une augmentation de salaire d'environ 80 %, je te dirais. Là. Fait qu'il y a une grande augmentation. Et Oui. est-ce que iOS Nation fait partie des 21 premiers? Oui, on est numéro 3 au monde présentement. Numéro 3. Ouais. OK, c'est ce que tu mentionnais au début. OK, ouais, c'est beau. c'est ça. Donc, tu sais, il y a le côté de décentralisation et le nombre de nodes. Présentement, on habite dans un monde où la blockchain n'est pas utilisée. Donc, il y a des compagnies comme Desjardins, Equifax, qui sont une entité distincte avec des informations privées dans un serveur
et ces compagnies-là elles se sont fait pirater et on a perdu 150 millions d'identités, je crois, avec Equifax. On perd beaucoup de données, ce qui fait qu'on peut attaquer tout ce qui est centralisé dans une entité. Avec iOS, ce qu'on se dit, c'est que, premièrement, le but ultime, c'est de respecter les besoins des utilisateurs puis des développeurs d'applications. Donc, c'est juste impossible de runner comme une currency, par exemple, ou une application qui requiert des transactions instantanées quand on utilise 10 000 nodes, par exemple. Puis en même temps, mais on n'a pas besoin de 10 000 nodes. On part déjà de une entité à 21 entités avec les intérêts alignés. Fait que c'est comme s'il y aurait Equifax, mais là, on a 21 Equifax qu'il faudrait pirater pour aller chercher des données. Fait qu'on se dit, c'est beaucoup suffisant. Surtout qu'éventuellement, ça va utiliser WebAuthn, toutes les différentes avec l'identité digitale. Donc, on ne pourra plus pirater ces outils-là à cause de la cryptographie. Donc, ça sert il n'y a pas, je dirais, dépendamment de l'utilité de la blockchain, c'est là qu'on doit déterminer le nombre de nodes. Fait qu'avec IaaS, on se dit on n'a pas besoin de plus que 21 parce que c'est un réseau qui ne sera pas attaqué nécessairement par des gouvernements, par exemple. Un gouvernement n'a aucun intérêt à attaquer iOS. C'est des transactions publiques. On veut utiliser une identité publique. C'est pas mal ce que les gouvernements veulent. Tandis que quelque chose comme Bitcoin ou quelque chose comme Monero, par exemple, qui seraient des transactions privées, ben, eux ne veulent pas ça. Donc, si jamais je bâtirais un Monero, par exemple, sur la technologie iOS, ben, je mettrais beaucoup plus que 21 nodes. Fait que la décentralisation, au final, c'est un outil, ce n'est pas un objectif. L'objectif, c'est d'être résistant à la censure et résistant aux attaques des pirates informatiques. Et la décentralisation, c'est l'outil pour atteindre cet objectif-là. Donc, c'est une dépense pour un réseau qui est comme nécessaire. C'est comme un peu une police d'assurance. Donc, on ne veut pas en avoir trop de décentralisation parce que sinon, on va devoir augmenter, disons, l'inflation de 1 à 5 puis là, on va multiplier par 5 le nombre de nodes, mais tant aussi longtemps qu'on ne se fait pas attaquer, c'est une perte. Donc, avec iOS, la décentralisation, comment je la vois, moi, c'est que présentement, on en a 21 dans multiples juridictions sur la planète. On ne s'est jamais fait attaquer, ça va bien. Le jour qu'on se fait attaquer, même si on se fait attaquer 1, 2, 3, 4, c'est pas grave. Pour qu'ils soient capables d'affecter le réseau, ils doivent attaquer 15 blocs producers sur 21. Puis par le temps qu'ils se rendent là, ben, les blocs producers se rendraient compte qu'il y a une attaque qui se passe. Donc, on va aller changer la limite de 21, on va monter ça à 30, on va monter ça à 35. Fait qu'au final, tout est flexible et si jamais il y a une attaque en particulier, ben c'est facile de se défendre. C'est pas, on peut juste unregister notre node, puis après ça, le numéro 22 prend notre place, puis il n'y a aucune perte de temps pour le serveur, il n'y a pas de downtime. Puis tout ça nous permet de respecter les besoins des utilisateurs qui sont des transactions instantanées à très faible coût, là, qui utilisent la blockchain. Mais parce que là, je comprends que finalement, on parle de degré de décentralisation. Fait exact. Que le degré de décentralisation au niveau de iOS, c'est 21 blocs producers avec une liste qui s'en va, où il y a plusieurs personnes en attente dans le cas où un bloc producer perd sa place finalement, il est remplacé par quelqu'un d'autre. Exactement. Seulement, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu un petit peu des petites guerres de clans ou des petits clans qui se font pour assurer finalement la place des 21 blocs producers. Fait que à ce moment-là, est-ce qu'on parle vraiment de décentralisation ou plus de contrôle justement de ces 21 blocs producers qui peuvent se prêter des tokens pour assurer leur place dans le top 21 finalement. Je dirais qu'au final, il n'y a pas personne dans le top 21 qui contrôle le réseau. Il n'y a aucun des joueurs qui a suffisamment de jetons pour contrôler comme à 100% puis juste se volter lui-même. Donc, un acteur malicieux ne peut pas prendre le contrôle du réseau. Puis encore là, tous ceux qui ont le contrôle ou ont un certain contrôle ont les intérêts alignés, dans le sens que, comme en ce moment, oui, c'est vrai que si jamais tu regardes le top 23, on va dire, ou le top 21, on a beaucoup plus de votes que tout le reste. Ça, la raison, c'est que les token holders qui sont c'est ça, les gros token holders, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ont soit des proxys, comme nous autres, on a un proxy qui s'appelle Proxy for Nation. Donc, les gens qui croient en nous, croient en notre vision, par exemple, vont aller déléguer leur vote à notre proxy. C'est un proxy public.
mais il y a aussi d'autres proxys publics de d'autres personnes. Puis il y a aussi des proxys privés, c'est-à-dire des gens qui ont 10 millions de jetons qui veulent voter pour des gens en retour d'une ristourne sur leurs jetons. Fait que oui, ça se fait. Fait que ce qui arrive, c'est que le top 25, par exemple, va être assez concentré. Puis les votes vont être assez optimisés pour que, hey, toi, tu as des votes, ben, c'est comme assure-toi que ce sont bien placés. Par exemple, chose certaine, le top 21 en ce moment, c'est des gens qui sont extrêmement impliqués, c'est des gens qui sont. Il n'y a pas une entité qui appartient à 3 block producers dans le top 21. C'est vraiment suffisamment décentralisé avec les intérêts alignés de chaque parti. Et c'est vraiment juste fait de façon optimale. Puis aussitôt qu'il y aurait un joueur qui ferait quelque chose de pas correct, il est booté out. Là, il se fait enlever. Là. Mais par qui, justement? Par qui? Dans le fond, c'est que comment tu fais pour travailler et arriver finalement à déloger quelqu'un qui se trouve dans le top 21? Parce que Ouais. j'aurais un petit peu de difficulté à croire que vous ne parlez pas dans le top 21 Block Producer, par exemple. Ben, c'est sûr que tout le monde se parle, tu sais. Mais l'affaire, c'est que c'est aussitôt que quelqu'un, comment dire, il n'y a pas personne qui peut rentrer dans le top 21 si jamais tu n'as pas beaucoup de jetons ou tu n'as pas donné beaucoup de valeur. Puis une fois que tu as beaucoup de jetons, plus tu as donné beaucoup de valeur, plus tu as comme ta business dans crypto, ben là, comme en ce moment, ce qui arrive, c'est que tous les top 21 ont tout ça. Tu sais, par exemple, iOS Nation, on contrôle un proxy de 8 millions d'IAS. On a fait 170 événements en 2 ans. On a participé à l'amélioration du code partout, mais ça, c'est nous. Mais dans les autres top 21, il y en a plein d'autres qui sont en Chine. Nous, on est vraiment fiers de notre communauté de 20 000 personnes, on va dire, mais il y en a d'autres en Chine que je vous dirais le nom du block producer, vous ne le savez pas c'est qui, mais eux, ils ont une communauté de 300 000 personnes. Puis ils contrôlent encore plus de jetons que nous. C'est immense en Asie, iOS, puis ces différents block producers-là. C'est juste qu'il y a vraiment une barrière de langage entre nous et eux. Il y en a beaucoup de ces gens-là qui appartiennent des plateformes d'échange. Je te dirais dans le top 8, c'est toutes des plateformes d'échange centralisées comme Bitfinex, OKX. C'est normal, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont beaucoup de jetons. Nous, on est comme un peu le seul qui est tout seul dans le top 8. Je te dirais qu'on n'est pas une plateforme d'échange, mais c'est à cause de notre contribution qui est plus dans le monde western, puis aussi toute notre implication mondiale au sein de iOS. Là, comme nous, on est vraiment le point central entre toute l'Asie et l'Amérique du Nord. Yves, notre CEO, il est en constante communication avec le reste du top 21 puis le reste de la communauté en Asie. Donc, on a une grande présence en Asie, en fait. On a 3 stagiaires en Chine, puis on a une personne qui s'occupe de la communauté en Chine. Donc, au final, il n'y a pas personne qui peut rentrer dans le top 21 si tu n'as pas les intérêts alignés avec les token holders qui décident qui, au final, va dans le top 21. Fait que Mais c'est pas justement une faiblesse du protocole, ça? Non. Pour moi, personnellement, je le vois un petit peu comme ça. Parce que, ben, comme tu l'as précisé, mettons dans le top 8, il va y avoir énormément d'exchanges. Fait que s'il y a un exchange qui se fait rentrer dedans par un gouvernement, ben à ce moment-là, il y a quelque chose qui arrive. Mais qu'est-ce que tu pourrais voir comme risque, par exemple? À Malgox? Mt. Gox. Fait que si jamais il y aurait Bitfinex qui se fait pirater, par exemple, ils perdent leur jeton. Si jamais ils perdraient, par exemple, leur jeton iOS, qu'est-ce qui arriverait? Bon, ben, Bitfinex pourrait se faire rejeter du top 21. Fait que c'est juste ça qui va arriver. En fait, c'est que quand il y a quelque chose de mal qui arrive sur le réseau et que c'est la faute d'un des block producers en question, ben, il fait juste se faire booter out. C'est pas long. Là. Comme il y en avait un iOS Rapid, je pense, la semaine passée. Il commençait à manquer des blocs de transactions ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas de l'histoire exacte, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a comme 2 proxys qui ont enlevé leur vote. Pouf! En dedans d'une heure, il s'est fait déloger ou en dedans de quelques minutes, il s'est fait déloger. Quelqu'un d'autre qui a pris sa place. Fait que dès que tu ne performes pas bien, dès que tu fais quelque chose de négatif à la communauté, tu peux perdre tes votes. C'est extrêmement compétitif, le top 21. Mais d'une certaine manière, c'est quand même on fait confiance à ces block producers-là pour qu'ils fassent leur job, finalement. C'est sûr, parce que l'affaire, c'est que c'est eux qui ont le plus d'intérêt à performer. Parce que, nous, on dit, ah, ben moi, j'ai 100 IAS, puis je vote avec mes jetons pour
les top 21. Ouais, mais eux autres, ils ont comme 20 millions d'IAS. Fait qu'ils ont intérêt, eux, encore plus que toi, à performer, puis à rester en position. Puis, au final, que ce soit Delegated Proof of Stake, que ce soit Proof of Stake, que ce soit Proof of Work, c'est pas vrai que c'est du peer-to-peer. C'est toujours peer-to-network to peer. Puis l'important, c'est que les gens qui contrôlent le réseau, ils ont les intérêts alignés, en fait. C'est un peu comme dans iOS, chacun des block producers a un 21e du pouvoir. Dans un proof of stake, par exemple, il pourrait avoir une entité qui appartient, je ne sais pas moi, 5 pools ou 10 pools. Puis là, au total, il y a, je ne sais pas moi, 10% du réseau. Il y aura peut-être sur proof of work je pense que c'est plus que 51% des mineurs qui sont en Chine. Donc, il y a un aspect, un risque sur la sécurité, par exemple. Fait que au final, c'est juste, est-ce qu'il y a une entité ou combien d'entités différentes de ce que ça prend pour contrôler les réseaux? Sur un réseau Proof of Work comme Bitcoin en ce moment, je suis pas mal certain qu'il y a moins d'entités, moins de personnes qui contrôlent 51% du pouvoir que dans iOS, 15 entités sur 21. Je suis pas mal certain. Si jamais on irait voir vraiment là, Bitmain, tout ça, puis là, le monde va dire « Ouais, mais Bitmain n'a pas intérêt à faire ça. C'est lui qui produit les cartes graphiques. » Ouais, mais c'est la même chose sur iOS. Ouais, mais à la différence quand même, c'est que tout le monde peut contribuer au réseau Bitcoin et dans un protocole Proof of Stake, tout le monde peut contribuer au protocole. Ce que je vois, c'est que au niveau de iOS, c'est pas tout le monde qui peut contribuer au protocole. Ils doivent déléguer leur pouvoir au block producer. Ça revient au même parce qu'au final, l'affaire, c'est juste qu'on n'a pas besoin de 1000 délégués, on n'a pas besoin de 1000 nodes. C'est complètement inutile parce que c'est une perte de dépenses qui est. Dans iOS, n'importe qui peut être un block producer. C'est juste qu'on n'a pas besoin de tout le monde. N'importe qui, je veux dire que comme n'importe qui se part un projet block producer, part son node, développe l'architecture nécessaire, les serveurs. Ensuite de ça, va acheter 10 millions de jetons, va essayer de transiger ces jetons-là. Non, c'est ça, c'est pas donné. Mais au final, l'important, c'est pas est-ce que tout le monde peut le faire? Parce que comme, Bitcoin, oui, n'importe qui peut le faire, mais l'affaire, c'est que le logiciel que tu dois runner, puis l'infrastructure que tu dois runner est beaucoup plus simple que par rapport à iOS. On ne peut pas penser que l'Internet du futur va être runné par tout le monde sur leur cellulaire. Ça n'a juste pas de sens. Aussitôt que tu arrives à un certain niveau de performance, c'est impensable que n'importe qui peut runner ça. C'est comme l'Internet d'aujourd'hui, c'est Amazon Web Service, Google Cloud, c'est des milliers et des milliers et des milliers de serveurs. Bien, ça va être ça, le prochain protocole blockchain qui va être mondial. iOS, éventuellement, pourrait devenir ça. Fait que c'est impensable que ce soit tout le monde qui ait accès à ça parce qu'au final, c'est juste... Il faut se rappeler que c'est une dépense. Fait que c'est qui va payer pour ça? C'est qui va payer pour payer tous ces gens-là qui vont runner toute cette infrastructure-là, ces milliers de nodes-là? Mais c'est que chacun peut avoir son node finalement. Chacun peut, parce que au niveau, c'est intéressant que tu mentionnes ça, mais si on compare au protocole BitTorrent, je veux dire, tout le monde peut avoir une copie de Game of Thrones, de l'épisode de Game of Thrones, et tout le monde va l'avoir, tout le monde va le partager, puis tout le monde va contribuer. C'est ce qui va faire en sorte que tu vas télécharger ton épisode beaucoup plus rapidement que si tu cherches à télécharger un épisode d'un documentaire sur des choses que personne ne regarde là, à ce moment-là. Fait qu'il va y avoir, plus il y a de personnes sur le réseau qui partagent le document, plus si tu vas avoir de la rapidité à le télécharger, ce document-là. Exactement. Puis dans iOS, comment je vois ça, c'est qu'on n'a pas besoin des milliers de nodes, dans le sens qu'on peut en avoir, on va dire, 200 ou 150 qui, eux, vont valider les transactions. Mais une fois qu'ils sont validés, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu as des gens qui ont l'historique des transactions. Fait que moi, je pense que c'est ça qui est important, c'est que moi, je suis un utilisateur, bien, je peux aller télécharger tout l'historique de mon compte. Ou je suis une application décentralisée, je peux runner mon application, mais en plus de ça, runner un node de l'historique. Donc,
ce que je fais, c'est que je download toutes les transactions du passé. Puis une fois que j'ai les transactions du passé, ben, j'ai tous les blocs hash. Une fois que j'ai le hash de tous les blocs précédents, ben, il n'y a pas personne qui peut aller changer la blockchain, aller changer la base de données parce que ça va changer les hashes suivants. Ce qui veut dire que tu n'as pas besoin de 1000 nodes, mais tu as besoin de 1000, on va dire, personnes qui ont l'historique des données. Mais ça, c'est si ta transaction a été validée par un des block producers. Oui, ben, Parce qu'au niveau de Bitcoin, je veux dire, au niveau de Bitcoin, quand tu fais une transaction, tout le monde a intérêt à valider ta transaction. Tandis qu'au niveau de iOS, c'est peut-être pas tout le monde qui a intérêt à valider ta transaction. Fait que, mettons, quand on se dit que on n'a pas nécessairement besoin d'avoir 1000 nodes ou 1000 personnes qui valident les transactions, c'est que c'est peut-être